à tous, bon réveil et bon lundi. Merci d'avoir choisi i24 News and Morning pour vous informer. Ce matin, on démarre cette édition par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Bonjour, on démarre ce matin par les journaux israéliens qui reviennent ce matin largement sur l'interpellation d'un suspect dans la tuerie de Bruxelles. Tous les quotidiens sans exception ce matin affichent ce matin en première page le portrait noir et blanc du tireur de Bruxelles, comme ici en une du Israël Hayom, un islamiste d'Al-Qaïda qui a agi selon le journal au nom du djihad. Le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot retrace de son côté, vous le voyez, l'itinéraire de la haine de Mehdi Nemmouche, un Français de 29 ans d'origine algérienne. 3 semaines après sa sortie de prison, le jeune délinquant rejoint les djihadistes en Syrie. Et puis au début de l'année 2014, Nemmouche se rend en Allemagne via la Turquie et la Malaisie pour brouiller les pistes. C'est alors qu'il se rend en Belgique où il tue donc le 24 mai dernier 4 personnes, dont 2 Israéliens. Alors contrairement à ce qu'on a pu avancer ci et là, écrit Anchel Peffer du Haaretz, Nemmouche n'a rien d'un professionnel. C'est certes un tireur chevronné, mais franchement on ne peut pas dire qu'on a affaire à un agent du type James Bond 007, car en empruntant la ligne Amsterdam-Marseille, Nemmouche a commis une erreur de débutant, écrit Peffer. Il aurait dû savoir que ce trajet, c'est celui qu'empruntent les trafiquants de stupéfiants avant de tomber dans les filets des services de douane. Alors le suspect de Marseille s'y présente d'étranges similitudes avec Mohamed Merah, écrit de son côté le spécialiste des questions de défense du Haaretz, Amos Harel. Un défi de taille auquel devront faire face les services de renseignement européens dans les années à venir, car les quelques 1200 djihadistes européens qui combattent en Syrie pourraient bien commettre à leur retour des attentats d'envergure du type du 11 septembre. Et puis pour Boaz Bismuth du Israël Hayom, le cheval de Troie frappe une nouvelle fois la France, mais cette fois-ci de l'intérieur. En France, écrit Bismuth, Charles Martel est considéré comme un héros pour avoir stoppé à Poitiers, en 732, la conquête musulmane qui progressait de l'Espagne vers le nord de la France. 1400 ans plus tard, la menace est de retour sur le vieux continent. Sauf que cette fois-ci, écrit Bismuth, le djihad n'est plus aux portes de la France, mais bel et bien à l'intérieur même de ses frontières. Aujourd'hui, conclut l'éditorialiste, les djihadistes possèdent un passeport européen et ils s'en servent pour frapper l'Europe de l'intérieur, tel un cheval de Troie. Voilà, et on reviendra largement dans cette édition sur cette menace djihadiste qui frappe le sol européen. Les journaux palestiniens, eux, ce matin, reviennent largement sur la présentation du nouveau gouvernement d'union nationale. La cérémonie de prestation de serment aura lieu cet après-midi. Oui, cet après-midi, aujourd'hui à 13h exactement. Donc c'est aujourd'hui à Ramallah que les futurs ministres devront prêter serment. On ne connaît pas encore la composition exacte du nouveau gouvernement, difficile d'y voir clair, quand on apprend notamment grâce à l'agence de presse palestinienne Mahan que la liste a été modifiée à 4 reprises depuis hier. Toujours est-il que ça n'empêche pas les journaux de spéculer. Selon une liste que s'est procurée Mahan, le nouvel exécutif sera conduit par le Premier ministre sortant, Rami Hamdallah, alors que les affaires étrangères devraient rester aux mains de Riyad Al-Maliki. Alors rappelons que le nouveau cabinet n'aura pas réellement de mandat politique, mais qu'il sera chargé d'organiser des élections dans un délai de 6 mois. Derrière les effets d'annonce, Barbara, des divergences subsistent. On apprend en effet dans le journal Félestine qui paraît à Gaza que le Hamas n'a toujours pas confirmé qu'il serait présent ce lundi, notamment en raison du contentieux qu'il oppose à Mahmoud Abbas sur le ministère des prisonniers, un ministère que le Raïs souhaite démanteler alors que le Hamas, lui, souhaite le maintenir. Et en Israël, évidemment, on réagit. Ah oui, ce sera un non catégorique à un gouvernement terroriste, titre le quotidien proche du pouvoir, Israël Hayom. Le Premier ministre israélien n'a d'ailleurs pas perdu de temps, écrit le journal. Il a exhorté dès hier la communauté internationale à ne pas se précipiter pour reconnaître le prochain gouvernement d'union palestinien. Un gouvernement qui, selon Netanyahou, favorisera davantage le terrorisme plutôt que la paix. Voilà, donc des menaces aussitôt minimisées par le porte-parole du président palestinien, car selon Nabil Abu-Roudaïné, la communauté internationale s'est félicitée de la décision de Mahmoud Abbas d'unifier le peuple palestinien. Et puis dans son édito plutôt dissonant, le journal de gauche Haaretz ce matin appelle le gouvernement israélien à reconnaître le gouvernement de consensus palestinien. Après avoir tout fait pour torpiller les pourparlers, écrit le journal, le gouvernement Netanyahou vient de trouver un nouveau prétexte pour ne pas avancer dans le processus de paix. En refusant de reconnaître le nouveau cabinet palestinien, Israël risque une fois de plus d'être accusé de refuser tout issue politique au conflit qui l'oppose aux Palestiniens. Et on y revient également dans un instant. Merci beaucoup Cyril. Merci à vous.
Et nous sommes le lundi 2 juin, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Le nouveau gouvernement d'union palestinien doit donc prêter serment cet après-midi dans une cérémonie à Ramallah. Issu de la réunification entre le Hamas et le Fatah, il comprend une majorité de technocrates. Tsahal a riposté ce matin à un obus de mortier tiré depuis la Syrie. Un tir sur le Hermon qui n'a pas fait de blessés. Quelques heures plus tôt, l'armée de l'air israélienne bombardait deux cibles, cette fois dans la bande de Gaza. Il s'agit là aussi d'un tir de représailles. L'Europe condamne unanimement le djihadisme sur son sol après l'arrestation de Mehdi Nemmouche, suspect numéro 1 dans l'attentat au musée juif de Bruxelles. La coopération entre les États membres pour lutter contre le radicalisme sera l'objet d'une réunion spéciale mercredi au Luxembourg. Enfin, plus de 50 morts au Nigeria. Une explosion a surpris hier soir des supporters dans un stade de football à Mubi. Cette ville du nord-est du pays a déjà été visée par les islamistes de Boko Haram. Voilà, et c'est l'info de cette matinée. L'une d'entre elles, en tout cas, le nouveau gouvernement palestinien doit donc prêter serment cet après-midi dans une cérémonie officielle à Ramallah. Ça se passera à 13h. Le gouvernement d'union est issu de la réunification, vous le savez, entre les frères ennemis du Hamas et du Fatah. Israël a d'ores et déjà annoncé qu'il ne le reconnaîtra pas et annonce des mesures punitives. Regardez. Ce lundi à Ramallah devrait enfin avoir lieu la présentation du nouveau gouvernement palestinien. Mais 3 des futurs ministres résidant dans la bande de Gaza se sont vus refuser l'entrée en Cisjordanie par Tsahal. Selon une radio publique israélienne, c'est le chef de l'administration militaire dans les territoires palestiniens qui aurait refusé de donner l'autorisation nécessaire pour traverser Israël. Le mystère persiste sur l'identité des membres du prochain gouvernement palestinien qui devrait être composé de 15 à 17 membres. D'après Mahmoud Abbas, les prochains ministres ne seront ni du Fatah ni du Hamas, mais des technocrates indépendants. Un avis qui n'est pas partagé par Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien ne reconnaîtra pas ce gouvernement. J'appelle tous les éléments responsables de la communauté internationale à ne pas se précipiter pour reconnaître un gouvernement palestinien dont le Hamas est membre à part entière et qui s'appuie sur le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste qui appelle à la destruction de l'État d'Israël et la communauté internationale ne doit pas l'accepter. Cela ne va pas renforcer la paix, cela va renforcer le terrorisme. La position du Hamas vis-à-vis d'Israël est particulièrement attendue, tout comme le résultat des prochaines élections qui devront avoir lieu dans un délai de 6 mois. Si l'accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas a été conclu le 23 avril, depuis, seul le nom du futur Premier ministre a été révélé. Il s'agit de Rami Hamdallah, qui a été nommé par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Demain, la cérémonie de présentation de ce nouveau gouvernement devrait symboliser la fin de 7 ans de division politique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Myriam Danan, rédactrice en chef i24 News, merci d'être avec nous. Alors Benyamin Netanyahou a prévenu d'emblée, Israël ne reconnaîtra pas ce gouvernement qu'il qualifie de terroriste. Est-ce que ce n'est pas une excuse de plus pour ne pas discuter avec l'autorité palestinienne? Une excuse certainement pas, puisque de fait les discussions n'ont plus lieu. Elles ont été rompues depuis déjà plusieurs semaines. Et ce qui est certain, c'est que cet appel est très ferme de Benyamin Netanyahou. Le Hamas est de fait une organisation terroriste dans sa charte, dans ses actions. Encore une roquette Qassam tirée il y a quelques heures en direction d'Israël. Son seul objectif, c'est la destruction de l'État d'Israël. Donc le gouvernement israélien refuse aujourd'hui d'envisager le dialogue avec quelqu'un qui refuse lui-même de discuter avec lui. Il s'agit d'une unification palestinienne de façade pour Israël, puisque de fait aujourd'hui le Hamas n'a pas fait les vraies concessions qui s'imposent, en l'occurrence renoncer à la violence. Pourtant, Mahmoud Abbas, le président palestinien en personne, explique hier que ce gouvernement reconnaîtra Israël, dénoncera la violence et se pliera aux accords passés. Pourquoi ne pas le croire? Alors jusqu'à présent, on a envie de le croire. Tout ce qu'on attend de voir, c'est que ce sera également prononcé par la bouche du Hamas. Le Hamas qui est de son côté beaucoup moins enthousiaste. Et il ne s'agit pas là d'une volonté de la part de Jérusalem de refuser d'approuver les propos et d'adouber les propos de Mahmoud Abbas, qui en l'occurrence ont été tenus hier soir lors d'une conversation téléphonique avec John Kerry, le secrétaire d'État américain, mais plutôt d'attendre de voir un gouvernement qui cesse de parler à deux voix alors qu'il n'existe pas encore. Khaled Meshal de son côté a été très ferme au cours de ces derniers jours et également
également Ismail Haniyeh, l'actuel chef du gouvernement du Hamas. Ils ne renonceront pas à la lutte armée contre Israël. Il n'y a aucune raison de renoncer à lutter contre l'État juif pour reprendre l'intégralité de ce territoire qui appartient aux Palestiniens. Des propos très fermes et toujours très violents de la part du Hamas qui font du coup douter de la crédibilité de Mahmoud Abbas. De Mahmoud Abbas et de son nouveau gouvernement. On en saura plus cet après-midi. On sait d'ores et déjà, ils l'ont annoncé, les Palestiniens, qu'il s'agira d'un gouvernement de technocrates. Quand on dit technocrates, ça veut dire quoi? Quand on dit que technocrates, cela signifie que ce sont des hommes qui jusqu'à présent n'étaient pas impliqués dans les premières fonctions politiques, tant du côté du Fatah et de l'OLP que du côté du Hamas. Mais là aussi, il y a un grand point d'interrogation qui continue à peser aux alentours de 13h, 14h à la Moukata, à Ramallah. En grande pompe, il va y avoir la prestation de serment d'à peu près 9 nouveaux ministres et en fait la reconnaissance de l'intégralité d'un gouvernement d'union inter-palestinien. Alors c'est un moment que les Palestiniens ont attendu pendant très longtemps, Mahmoud Abbas le sait, c'est un message d'unité qu'il est extrêmement important de faire passer aujourd'hui. Reste à savoir qui seront ces technocrates. 3 d'entre eux, on sait déjà qu'Israël a refusé de les faire venir depuis la bande de Gaza. Il s'agit en l'occurrence de personnes sur lesquelles il existe des dossiers sécuritaires et on attend donc de connaître avec certitude leur identité pour juger s'il s'agit ou pas de technocrates. Alors, parlons-en de cette mesure. Israël a d'emblée également annoncé des mesures punitives à l'encontre de ce gouvernement qui n'existe pas encore et empêcher le passage de Gaza à Ramallah de 3 des nouveaux ministres. À quoi ça sert? Alors précisons-le, il s'agit pour l'instant d'une menace, c'est-à-dire qu'on attend la constitution de ce gouvernement pour avoir une confirmation de ces pressions israéliennes. En l'occurrence, ces pressions, qu'est-ce qu'elles signifient? Elles signifient des mesures punitives, notamment sur des mesures de déplacement de responsables palestiniens ou encore des transferts de taxes prélevées au nom de l'autorité palestinienne. Et ces mesures, pour les Israéliens, elles sont importantes parce qu'elles constituent en elles-mêmes un message, à savoir les discussions avec l'autorité palestinienne au niveau du conflit israélo-palestinien n'existent peut-être pas actuellement, mais elles vont probablement bientôt reprendre. On sait déjà qu'il y a un entretien annoncé entre Kerry et Abbas. S'il se passe bien, Kerry arrivera en Israël, essaiera de relancer la machine. Personne n'a mis une croix sur la résolution de ce conflit israélo-palestinien. Mais Israël veut bien signifier ici qu'une alliance avec le Hamas compliquera la donne. Alors Benjamin Netanyahou a exhorté hier, depuis Jérusalem, pendant le Conseil des ministres, à toute la communauté internationale à ne pas s'empresser, à ne pas reconnaître ce nouveau gouvernement. Vous parliez d'une rencontre prévue, elle doit se confirmer mercredi entre Kerry et Abbas. C'est une reconnaissance informelle de ce gouvernement. Alors d'un côté, il y a un clair pas en avant de la part des Américains en direction de Mahmoud Abbas. Et il est vrai que sur ce point, le gouvernement américain n'est pas très clair. Il y aura peut-être une reconnaissance, mais pas tout de suite. Encore une fois, le gouvernement de Barack Obama semble ne pas vraiment savoir où est-ce qu'il va mettre les pieds. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que cette reconnaissance n'interviendra pas tout de suite. C'est en tout cas l'assurance qu'a donnée le département d'État américain aux Israéliens, à savoir on attendra de voir à quoi ressemble ce nouveau gouvernement et quels sont ses objectifs. On attendra également, comme vous le disiez, de recevoir l'assurance du respect des précédents accords signés entre Israéliens et Palestiniens avant toute reconnaissance. Cette rencontre, tout de même, si elle a lieu entre John Kerry et Mahmoud Abbas mercredi, c'est un signal fort quand même de Washington à l'encontre de Jérusalem. Pourquoi les Américains se désolidarisent comme ça des Israéliens? C'est un pied de nez au visage des Israéliens. C'est un pied de nez très clair et c'est surtout un pied de nez aux méthodes de Benjamin Netanyahou plus qu'au fond dans le gouvernement israélien. À savoir que Benjamin Netanyahou, encore une fois, a choisi de jouer les faucons avec son gouvernement de droite et c'est ça qui est dénoncé par l'administration américaine plus que le fond du problème, la reconnaissance du Hamas qui est de fait une organisation terroriste et qui est reconnue ainsi par les Américains. Mais cette méthode de communication toujours très agressive, toujours cette volonté de pression et de sanction de la part de Benjamin Netanyahou, c'est ce qui est dénoncé aujourd'hui. C'est ce qui est dénoncé et c'est ce qui a peut-être prouvé son échec par le passé. On pense évidemment à cette méthode alarmiste de Benjamin Netanyahou sur le dossier iranien. On a vu ce qui s'est passé, le monde entier tombe dans les bras des mollahs aujourd'hui. Pourquoi il répète cette même erreur à l'égard des Palestiniens? En l'occurrence, sur le dossier iranien, on pourra discuter de la méthode de Benjamin Netanyahou, mais certains jugeront qu'elle a été particulièrement effective. Si les sanctions ont été renforcées, et c'est sans doute également grâce à l'impact de ces sanctions qu'un nouveau dialogue a été créé pour la résolution de ce dossier nucléaire iranien. Donc au niveau de cette alerte donnée sur le dossier nucléaire iranien, très peu de contestation. Par contre, effectivement, sur le dossier israélien, Benjamin Netanyahou, au-delà de sa méthode de communication déplorable, ce que tout le monde reconnaît à droite comme à gauche, est pris au piège
par une coalition extrêmement dirigée à droite, avec d'un côté Avigdor Lieberman, Israël Beitenou, de l'autre Naftali Bennett, et puis au sein même du Likoud, il faut le rappeler également, une droite dure qui le tire sans cesse davantage vers moins de concessions. Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir Binyamin Netanyahou en adoptant cette position face aux Palestiniens? Eh bien là, on va sans doute trouver un point commun avec ce que cherche Mahmoud Abbas dans sa réconciliation avec le Hamas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Palestiniens et Israéliens sont pris au piège de leurs intérêts politiques intérieurs, à savoir Binyamin Netanyahou est donc lié par ce que veut sa coalition et ce que veut son gouvernement. Mahmoud Abbas, lui, est lié par l'image qu'il veut laisser à la fin de son prochain mandat, celle d'une réunification, même si elle doit être de façade uniquement. Merci beaucoup Myriam Danan. Cérémonie officielle, prestation de serment prévue aujourd'hui donc à 13h à Ramallah. À suivre dans le morning, un suspect dans l'attentat contre le musée juif de Bruxelles a été arrêté. Vous le savez, il a grandi à Roubaix mais a passé un an en Syrie aux côtés des djihadistes. Pourquoi son profil inquiétant les autorités européennes? Décryptage après un nouveau journal. Restez avec nous. Un homme suspecté d'être l'auteur de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles a été arrêté vendredi dans une gare routière de Marseille. Mehdi Nemouche, c'est son nom, aurait passé plus d'un an en Syrie aux côtés des djihadistes. Son profil, son parcours concrétise cette menace que craignaient tant les autorités européennes. Regardez. Mehdi Nemouche en garde à vue. Ce Français est soupçonné d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Il est retenu depuis vendredi dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure à Paris, où il a été transféré. Principal chef d'accusation retenu contre lui, assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Un véritable profil de combattant islamiste donc, pour celui qui n'était jusqu'alors connu des services de police que pour de la délinquance. Mehdi Nemouche avait écopé de 5 ans de prison entre 2007 et 2012. Il a pris une orientation plus inquiétante pendant son séjour en prison. Ce serait pas quelque chose d'étonnant qu'en maison d'arrêt, des jeunes gens, des jeunes hommes finissent par malheureusement dévier, notamment lorsqu'on a affaire à des jeunes gens qui sont en déshérence, qui ont rencontré des difficultés d'ordre familial, d'ordre personnel, comme ce fut le cas pour Monsieur Nemouche. Âgé de 29 ans, ce sans domicile fixe originaire de Roubaix se serait rendu en Syrie en 2013 pour rejoindre les rangs de la rébellion islamiste. Selon les enquêteurs, il aurait rejoint Amsterdam après la tuerie de Bruxelles. Il a été arrêté à la gare routière Saint-Charles de Marseille par les douaniers. Selon certaines sources, il s'apprêtait à prendre le chemin de l'Algérie. Et l'étau se resserre désormais autour de Mehdi Nemouche. Dans ses bagages, un fusil d'assaut Kalachnikov, un revolver avec des munitions, des armes similaires à celles utilisées le 24 mai dernier à Bruxelles. Et ce n'est pas tout, il était également muni d'une caméra GoPro. Selon la presse belge, le tueur du musée juif portait lui aussi une caméra portative fixée à la bandoulière de l'un de ses sacs. L'attention des enquêteurs et des magistrats s'est concentrée sur l'exploitation de l'appareil photo Nikon, exploitation qui a permis la découverte d'un fichier caché dans lequel se trouvait un petit film de 40 secondes montrant les 2 armes saisies ainsi que la tenue portée par le tireur et la caméra GoPro. Enfin, parmi ses vêtements se trouvait également une casquette semblable à celle que portait le tireur, d'après les images de vidéosurveillance diffusées par la police belge. Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. D'abord, est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit bien du tueur ? C'est ce que dit en tout cas aujourd'hui la police française. Il y a de nombreux indices qui indiquent clairement que c'est lui, bien qu'il garde le droit à ne pas parler pendant les enquêtes. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que semble confirmer la police française. Alors on l'a vu, il a été arrêté dans une gare routière de Marseille, avec lui dans son sac une Kalachnikov, un revolver, des munitions. Pourquoi cette terreur ? Il faut d'abord comprendre la source de ce comportement. Comme vous l'avez dit dans votre reportage, il s'est rendu lui-même en Syrie, il a été chauffé à blanc par l'idéologie islamiste. Il y a là une véritable idéologie qui considère que c'est un commandement religieux finalement de combattre
les koufrim, les mécréants, et de tuer les juifs. Il y a là une véritable idéologie, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le fait qu'il puisse se balader en Europe avec une Kalachnikov dans sa valise, cela pose de sérieuses questions également sur les services de sécurité européens. Et ça veut dire quoi? Qu'il n'a peur de rien, ni de personne. Il se filme, il poste ses films sur Internet, il se balade avec une Kalachnikov. Pourquoi? Je vous rappelle que lorsqu'il y a par exemple des attentats terroristes du Hamas, c'est le même scénario. C'est-à-dire qu'ils se filment devant la caméra avec la Kalachnikov, très fiers de l'acte qu'ils vont commettre. C'est le même comportement, comportement de fierté. Au prix de se faire attraper, puisque s'il se fait attraper ou s'il est tué, il sera considéré comme un shahid, comme un héros. Et qu'il soit tué ou pas, de toutes les manières, une fois qu'il a commis son acte de tuer des juifs, qui est considéré comme un commandement religieux, alors quoi qu'il arrive, de toute façon, il sera un héros, donc cela ne le gêne pas. Les juifs plus que les mécréants, comme ils disent, les occidentaux de manière générale? Alors, d'une manière générale, le Dar, le monde est séparé en deux parties, le Dar el-Harab et le Dar el-Islam. Et donc, il faut convertir tout le monde à l'islam. Dans ce combat, les Juifs sont au centre, puisque les Juifs sont considérés comme ceux qui n'ont pas accepté la prophétie de Mahomet, qui ont recréé leur État en Dar el-Islam, en terre d'islam. Donc, ils sont au centre de l'idéologie haineuse du Hamas, du djihad islamique, de tous les mouvements islamistes aujourd'hui, dont celui en Syrie où il s'est rendu lui-même. Alors revenons sur son CV, si l'on peut dire, sur son parcours. Comment on peut expliquer qu'on passe de Roubaix au champ de bataille syrien? C'est un phénomène européen aujourd'hui qui devrait inquiéter les Européens. Toute cette deuxième ou troisième génération des immigrants, cette jeunesse paumée qui aujourd'hui voit son futur finalement dans l'islam le plus radical. Il s'agit d'une deuxième ou troisième génération d'immigrants d'Afrique du Nord, qui était un islam modéré, de gens qui étaient... Il est algérien en l'occurrence, d'origine, mais né en France. Né en France, et qui adopte un islam radical du Proche-Orient, qui est complètement différent de celui d'Afrique du Nord, où finalement aujourd'hui la Syrie sert un peu d'équivalent de ce qui était l'Afghanistan dans les années 80 et 90, de radicalisation, encore une fois, d'une jeunesse paumée, qui voit dans des mouvements radicaux, ça aurait pu être aussi le marxisme, à l'époque c'était le marxisme, toutes ces idéologies totalitaires qui offrent des solutions à tout. Alors aujourd'hui c'est l'islam le plus radical, mais le problème c'est que les conséquences sont bien pires que celles d'un bourrage de crâne par le marxisme dans les années 60 ou 70. Là c'est vraiment avec une violence extrême qui est appuyée par cette idéologie islamiste. Est-ce que l'Union européenne en a assez conscience de ce phénomène? On fait assez pour l'endiguer? Alors, il faut que l'Union européenne comprenne qu'endiguer ce phénomène, ce n'est pas seulement renforcer la présence policière et le contrôle des frontières au sein de l'Union européenne, c'est également comprendre la source de ce phénomène, qui est encore une fois l'attrait de l'islamisme radical. Et là, je crois que l'Europe doit avoir une politique très claire également vis-à-vis de ces pays comme la Syrie. Je pense que par exemple aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ces pays comme la Syrie, la Libye, toutes ces guerres civiles, l'Europe doit avoir une politique beaucoup plus claire. Par exemple, le fait que l'Europe soit intervenue en Libye et pas en Syrie, cela envoie quand même un message sur l'hypocrisie de l'Union européenne qui n'intervient que dans les pays qui ont du pétrole. Et là, je pense que sur la Syrie, par exemple, l'Europe aurait dû avoir une politique plus claire. Que l'Europe devrait avoir une politique... Intervenir en Syrie, ça aurait changé quelque chose? Ça aurait arrêté ce jeune homme de rentrer en Europe? Pas forcément intervenir en Syrie, mais je crois que le fait, par exemple, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement du Hamas dans l'autorité palestinienne, le fait que l'Europe ait une politique très faible vis-à-vis de cela, qui n'est pas une attitude claire en disant il n'y aura pas de compromis avec l'islamisme radical, nous sommes en guerre. Alors François Hollande l'a dit, nous les combattrons, il l'a répété 3 fois. Mais on ne peut pas à la fois parallèlement reconnaître ou négocier avec des gouvernements qui sont composés de ces mêmes idéologies. Couper net toute relation avec ces gouvernements? Très clairement, je crois que l'Europe doit mettre une ligne très claire dans le sable, comme l'on dit. Mais est-ce que ça changera quelque chose? Que le problème à la source, il n'est pas en Europe. On sait qu'il a passé Nimouche un séjour en prison où il se serait radicalisé. Même scénario pour Mohamed Merah. Le problème, il se trouve sur le sol européen. Il se trouve sur le sol européen et ça, on ne peut pas le contrôler effectivement. Ce qui se passe dans la tête des gens, ça, personne n'a un contrôle là-dessus. Et je pense que la réponse des gouvernements, c'est vraiment une politique
de reprise de la croissance économique en Europe. Le fait qu'il y ait aujourd'hui une véritable crise économique, cela fait également le terreau de ces idéologies. Alors dans le passé, ça aurait pu être le marxisme le plus radical, le marxisme-léninisme, aujourd'hui l'islamisme radical. Et cela, le terreau de ces idéologies, c'est essentiellement dans les pays qui n'arrivent pas à sortir de la crise économique. Merci beaucoup Emmanuel Navon, restez avec nous. Lundi 2 juin, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité. Le nouveau gouvernement d'union palestinien doit prêter serment cet après-midi dans une cérémonie officielle à Ramallah, issue de la réunification entre le Hamas et le Fatah. Il comprend une majorité de technocrates. Tsahal a riposté ce matin un obus de mortier tiré depuis la Syrie. Un tir sur le Hermon qui n'a pas fait de blessés. Quelques heures plus tôt, l'armée de l'air israélienne bombardait 2 cibles dans la bande de Gaza. Et puis l'Europe condamne unanimement le djihadisme sur son sol après l'arrestation de Mehdi Nemmouche, suspect numéro 1 dans l'attentat au musée juif de Bruxelles. La coopération entre les États membres pour lutter contre le radicalisme sera l'objet d'une réunion spéciale mercredi au Luxembourg. Enfin, plus de 50 morts au Nigeria. Une explosion a surpris hier soir des supporters dans un stade de football à Mubi, une ville du nord-est du pays qui a déjà été visée par les islamistes de Boko Haram. Le reste de l'actu internationale en quelques clics, c'est avec vous, Betsabé, bonjour. Bonjour Barbara. Et on commence par le viol de ces 2 jeunes filles en Inde qui ont ensuite été pendues. Ça s'est passé la semaine dernière. Oui, tout à fait. Donc il y a 3 des 5 suspects qui ont admis avoir violé les jeunes filles. Ils nient toujours les avoir tuées. Alors 2 autres suspects sont toujours recherchés par une police mise sous pression, par la colère des habitants et par les médias bien sûr. Alors l'attaque s'était déroulée, je vous le rappelle, dans l'Uttar Pradesh. Vous le voyez sur cette carte, c'est au nord de l'Inde. C'était mardi soir et c'était quand les 2 cousines de jeunes filles étaient sorties de chez elles n'ayant pas de toilette dans leur maison. Alors elles avaient été retrouvées pendues à un moguier, violées. Et bien sûr, ce viol de plus suscite beaucoup de colère en Inde, où le viol est un phénomène, on le rappelle, très fréquent, trop fréquent. On se souvient de la fille de l'Inde violée dans un bus, c'était à New Delhi, c'était fin 2012. Et le drame avait provoqué déjà à l'époque beaucoup de manifestations, même un changement dans la législation. Alors du coup, les violeurs risquent désormais la peine de mort. Et cet énième viol illustre le martyre des Indiennes de basse caste selon Le Monde, qui titre là-dessus le quotidien, qui raconte l'impunité qui règne en Inde. D'ailleurs, quand le père de l'une des victimes est allé voir la police, il s'est fait insulter, on l'a renvoyé chez lui, une attitude qui renforce ce sentiment d'impunité qu'explique Le Monde, surtout lorsque les victimes sont donc au bas de l'échelle sociale, des victimes qui sont d'autant plus faciles que dans ces castes très pauvres, eh bien, les conditions sanitaires jouent un rôle majeur. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Et ça a été le cas d'ailleurs dans cette attaque. La semaine dernière, relève le Times of India. Plus que jamais, les lacunes sanitaires sont pointées du doigt. Parce qu'elles n'ont pas de toilette chez elles, et bien ces jeunes filles doivent sortir dans les buissons, dans les champs. Et ça, c'est là qu'elles se font agresser. Et attention Barbara, c'est le cas d'un demi-milliard d'Indiens de ne pas avoir de toilette chez eux. Et du coup, selon des études qui ont été faites récemment, eh bien, 30% des femmes de ces familles pauvres eh bien, seraient agressées chaque année. Parce que, n'ayant pas de toilette, elles sortent se soulager dehors, souvent la nuit. Voilà pour l'Inde. Aux États-Unis, l'info du week-end, c'est évidemment la libération de ce soldat américain. Il était otage des talibans depuis 5 ans. Alors, il devra, ce soldat, faire encore un long chemin. L'épreuve qu'il traverse n'est pas terminée. Ce sont les mots de son père. Un long travail reste à faire, a-t-il dit, parlant donc de la guérison et de la réinsertion de son fils. Il se trouve actuellement, je vous le rappelle, en Allemagne, dans un centre médical militaire américain. L'idée, c'est donc de le laisser parler des questions de sécurité avant tout, de le protéger lui et de protéger sa famille. Et un retour qui serait difficile, ce que souligne la presse aujourd'hui. Le soldat Bo Bergdahl est parti longtemps et le père de comparer son fils à un plongeur en fait qui aurait sauté très profondément sous l'eau et de conclure si mon fils remontait trop vite eh bien il risquerait la mort, sans compter que son état de santé est relativement précaire, fragile. Le secrétaire à la défense américain l'a souligné lui-même, il aurait perdu pas mal de points. C'est pour ça que d'ailleurs Washington se serait activé à le faire libérer. Concrètement, cela dit, on n'a pas beaucoup plus de détails sur sa santé. Alors, comment était-il traité en Afghanistan? Qu'a-t-il fait? L'hebdomadaire belge Le Vif nous raconte comment il a échangé avec ses geôliers.
Un portrait qu'un commandant pakistanais a bien voulu confier à l'agence France Presse. On nous parle de régime alimentaire adapté. Alors il aurait bu beaucoup de thé vert, il aurait moins mangé de viande que ses geôliers, il aurait mangé surtout des fruits et des légumes, et surtout on apprend qu'il n'était pas très sensible aux livres religieux qu'on lui proposait. Il était plus sensible aux parties de badminton. Il aurait appris aux talibans à jouer au badminton, il aurait appris le pashtun, il aurait appris le dari, donc la langue majoritaire en Afghanistan. Et surtout, on a envie de savoir combien le Coran l'a intéressé. Donc on nous dit pour l'instant, apparemment, il n'était pas très sensible. Certains penseront à cette série Homeland, où un soldat est rentré d'Irak et un agent de la CIA traque peut-être ses sensibilités à fomenter des attentats. Pour l'instant, en tout cas, apparemment, il se serait surtout intéressé aux fêtes chrétiennes. Il aurait même fêté Pâques et Noël avec ses geôliers. Et au sport, c'est ce qu'il a expliqué. C'est Exactement. ce qui peut sauver, comme Gilad Shalit, dans la même situation. Direction l'Afrique du Sud, Betsabe, où les personnes atteintes de la même maladie qu'Oscar Pistorius déclarent qu'elles craignent pour leur entourage. Effectivement, alors coupable sans doute, ce sera l'ultra-médiatisation du procès d'Oscar Pistorius, ou peut-être sa défense qui a répété à tout va qu'il est victime d'anxiété généralisée. Et du coup, eh bien, on a peur. En Afrique du Sud, tous les gens qui sont atteints par ce trouble, eh bien, ont peur pour eux, ont peur pour leur entourage. Ils ont peur aussi de réagir un peu trop, spontanément, comme l'a fait Pistorius, qui est quand même, je vous rappelle, a tiré à plusieurs reprises sur la porte des toilettes. Il dit qu'il pensait qu'il y avait un voleur. Il y a quand même sa petite amie dedans qui aurait apparemment crié à plusieurs reprises. Donc beaucoup d'inquiétudes en Afrique du Sud. Je me permets de vous préciser que les experts précisent que les gens qui souffrent de ce trouble ont en fait très peu de chances d'être dangereux pour les autres. Voilà, et on termine pour d'autres personnes anxieuses, ceux qui préparent le protocole des commémorations du débarquement. Alors en quelques mots, oui, pas mal d'anxiété. Déjà, on a dû changer de voiture parce qu'Elisabeth II a des coiffes qui ne permettaient pas à la reine d'Angleterre de rentrer dans la Citroën DS5, quand même, du président de la République française. Donc on a dû troquer la voiture pour une nouvelle voiture. Et puis aussi, on parle du dîner, de tous ces protocoles qui vont donner pas mal d'angoisse au personnel de l'Élysée. On en reparlera sans doute. Merci beaucoup Betsabe, merci beaucoup Emmanuel. À suivre, on parle d'un scandale de foot. Il s'agit du Qatar et de corruption après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Vous le savez, le coup d'envoi à la Coupe du Monde au Brésil doit être donné dans 10 jours exactement. Mais voilà, un autre pays hôte fait polémique. Il s'agit du Qatar. On parle d'un énorme scandale de corruption qui vient d'être révélé. De quoi s'agit-il? Regardez. 5 millions de dollars, soit 3,7 millions d'euros, c'est la somme qu'aurait versé le Qatar pour acheter le vote qu'il a désigné comme hôte de la Coupe du Monde 2022. Une information qui nous vient du Sunday Times. Le journal a collecté des milliers de courriels, lettres et fichiers bancaires pour son enquête. Avec ces documents à l'appui, le quotidien britannique accuse le Qatari Mohammed bin Haman d'être à l'origine de ces pots de vin. L'homme n'est autre que l'ex-président de la Confédération asiatique de football. En 2011, alors qu'il était candidat à l'élection pour prendre la tête de la FIFA, il avait été banni à vie de l'organisme pour avoir tenté d'acheter des voix. Mohammed bin Haman serait donc à l'origine d'une vaste campagne de corruption qui aurait débuté dès juin 2008. Des sommes astronomiques auraient ainsi été versées à des officiels avant et après l'élection du 2 décembre 2010 portant sur l'organisation de la Coupe du Monde 2022. La plupart de ces officiels sont des représentants des Caraïbes, de l'Océanie et de l'Afrique. Toujours selon le Sunday Times, bin Haman aurait versé 1,6 million de dollars à Jack Warner, l'ex-président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, la CONCACAF. Une enquête officielle menée par Michael Garcia, le président du comité d'éthique de la FIFA, est en cours et cela pourrait peut-être revoir l'attribution de la Coupe du Monde. Si le rapport de Garcia démontre que des actes répréhensibles ont été commis dans le cadre du vote pour la Coupe du Monde 2022, je n'aurai absolument aucun problème en tant que membre du comité exécutif, au cas où la recommandation serait de procéder à un nouveau vote. Si Garcia apporte des preuves concrètes et que ces preuves sont données au comité exécutif et à la FIFA, ce serait étudié très sérieusement. Il n'y aura aucun doute là-dessus. Déjà, il y a 2 semaines, le président de la Fédération internationale de football, Joseph Blatter, confessait que choisir d'organiser la Coupe du Monde 2022 au Qatar avait peut-être été une erreur.
Voilà, Sepp Blatter, tout le monde aura rectifié évidemment. Mathias Inbar, bonjour, rédacteur en chef i24 News. Alors après ces révélations, réaction en chaîne, la FIFA réagit et le Qatar a réagi aussi. Qatar réagit, ce sont des déclarations saugrenues. Voilà ce que déclare le Qatar, qui parle de Mohamed bin Hammam comme une simple imminence grise du Qatar, certes, mais comme quelqu'un qui n'avait aucune influence dans le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022. Voilà pour la déclaration du Qatar. En revanche, la FIFA est plus directe. Jim Boyce, qui est l'un des sous-secrétaires généraux de la FIFA, dit que toutes les options restent sur la table et que l'enquête menée par l'avocat, M. Garcia, pour aller jusqu'au bout, voire éventuellement, tel qu'il est dit dans ce sujet, eh bien, enlever tout simplement la Coupe du Monde, retirer la Coupe du Monde du Qatar. Alors, on reparle de ces conséquences dans un instant, mais avant cela, revenons sur les preuves qu'avance notamment le Sunday Times. Est-ce qu'elles sont crédibles? Est-ce qu'on peut y croire? Pour la première fois, en tout cas, le Sunday Times ou alors un quotidien, quoi qu'il arrive, avance des preuves et des preuves concrètes, c'est-à-dire des mails, des conversations téléphoniques ainsi que des lettres entre la FIFA et le comité d'organisation du Qatar. On parle de 3,69 millions d'euros, très loin des 500 000 euros, des 600 000 euros éventuellement dont parlait dans ce sujet avec Jack Warner éventuellement. On parlait là de conversations directes. Je te donne l'argent, tu m'attribues la Coupe du Monde. Voilà ce qui est annoncé dans cet article du Sunday Times. Et pour la première fois, eh bien, le titre est sans équivoque. On parle de plot, complot, véritablement pour obtenir la Coupe du Monde. C'est très grave. Les accusations sont prises très au sérieux. Je viens de m'entretenir il y a quelques instants avec l'un des candidats pour la présidence de la FIFA, Jérôme Champagne, qui me déclarait qu'on est innocent jusqu'à ce qu'on ait déclaré coupable, mais toutes les options restent sur la table. Et si il y a culpabilité, si la preuve de culpabilité est avérée, eh bien la FIFA devra prendre des mesures, à savoir retirer la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que c'est imaginable de manière générale? Blatter a annoncé lui-même il y a 2 semaines que l'attribution au Qatar était une erreur. On peut faire machine arrière comme ça? On parle de 2022. 2022 complètement. Le ton est en train de monter. On parlait tout d'abord de problèmes de calendrier parce qu'on est revenu à éventuellement une date en hiver. Ensuite, à cause de la chaleur. À cause de la chaleur, bien évidemment, parce que les sportifs ne veulent pas jouer sous air conditionné. C'est très dangereux pour les bronches et ils pourraient tomber malades. Ils ne veulent pas jouer sous air conditionné. Donc, c'était la seule solution de jouer au Qatar. Dans un stade à ciel ouvert, c'est pas possible parce que 40 degrés à l'ombre, impossible de jouer sous cette chaleur-là. Deuxième problème pour la FIFA, eh bien, le statut des travailleurs immigrés, notamment d'Asie, tout à fait, dont la situation est déplorable, plusieurs dizaines de morts dans la construction de ces stades. Troisième étape dans ce ton qui est en train de monter, eh bien, Sepp Blatter qui dit que c'est une erreur. Et là, eh bien, il y a eu une enquête de nos confrères du Nouvel Obs en France qui ont posé la question: que se passerait-il si la Coupe du Monde n'avait pas lieu au Qatar? Eh bien, un blackout mondial. Voilà la réponse des gens. Pas d'alternative? Pas d'alternative, c'est ce que les personnes interrogées répondent. Reste à savoir vraiment ce qui va se passer dans les semaines à venir. Ce qui est sûr, c'est que le Qatar se dit vraiment victime d'une cabale, notamment pour ce fair play de Platini. On sait que Paris Saint-Germain et Manchester City sont dans la ligne de mire de Michel Platini et de ce fair play financier. Là, cette fois, c'est le Qatar 2022. Les Qataris se disent victimes d'une cabale. La FIFA répond: il faut respecter les règles. Mais maintenant, en même temps, dire qu'il n'y a pas de corruption au sein de la FIFA, c'est comme nager en plein hiver. Voilà, et la FIFA qui essuie beaucoup de critiques pour l'organisation du mondial au Brésil également. On aura évidemment l'occasion d'y revenir pour cette Coupe du Monde qui sera lancée officiellement, je le rappelle, dans 10 jours. Exactement. Merci beaucoup, Mathias. Avec plaisir. Lundi 2 juin, vous êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Le nouveau gouvernement palestinien doit prêter serment cet après-midi dans une cérémonie officielle à Ramallah. Issu de la réunification entre le Hamas et le Fatah, il comprend une majorité de technocrates. Tsahal a riposté ce matin à un obus de mortier tiré depuis la Syrie. Un tir sur le Hermon qui n'a pas fait de blessés. Quelques heures plus tôt, l'armée de l'air israélienne bombardait 2 cibles dans la bande de Gaza. Il s'agit là aussi de tirs de représailles.
L'Europe condamne unanimement le djihadisme sur son sol après l'arrestation de Mehdi Nemmouche, suspect numéro 1 dans l'attentat au musée juif de Bruxelles. La coopération entre les États membres pour lutter contre le radicalisme sera l'objet d'une réunion spéciale mercredi au Luxembourg. Plus de 50 morts au Nigeria. Une explosion a surpris hier soir des supporters dans un stade de foot à Mubi, cette ville du nord-est du pays qui a déjà été visée par les islamistes de Boko Haram. Israël, vous le savez, est à la jonction de plusieurs continents et représente donc un corridor migratoire extraordinaire, un passage obligé pour des centaines de millions d'oiseaux. Une fois par an, le phénomène époustouflant de par sa beauté pose en même temps plusieurs problèmes aux agriculteurs du pays et aux pilotes de l'armée de l'air, de Tsahal également. Israël, le chant des oiseaux migrateurs, c'est un reportage d'Ethan Haddock pour i24 News. En voici un extrait. Ce matin, dans la vallée de la Choula en Galilée, Hanor, responsable agricole, est inquiet. En pleine période de migration printanière, les plantations agricoles attirent les oiseaux affamés en route pour l'Europe. À quelques semaines de la moisson, tous les moyens non létaux sont mis en œuvre pour protéger la récolte. Écoute, il y a un groupe là. J'ai peur qu'il déborde sur le blé de ce côté. Je voudrais que tu ailles en contournant. Essaye de les soulever et de les repousser autant que possible en direction de la Gamone, ok? Ok. Les règles de ce jeu du chat et de la souris sont simples. Rabattre les grues vers la réserve Agamon au nord des champs. Pour cette fois, un simple tracteur et une sirène bruyante suffiront. Ce matin, un mouvement inhabituel dans le ciel de la vallée de la Choula. Les grues cendrées s'entraînent à repartir pour l'Europe. Inbar, la directrice de la réserve, est alertée. Comment ça va? Bien? Tout va bien? Ici, c'est sûr, on ne chasse pas les oiseaux. Au contraire de ce qui se passe dans les pays voisins, où la situation est dure, très très dure. On les chasse en quantité incompréhensible, des millions. Sans honte, j'ai vu la page Facebook d'un garçon du Liban, il écrit son nom avec des oiseaux morts. Et oui, j'ai pleuré, mais je ne peux pas faire beaucoup plus. Ce soir, aux portes du Negev, pour ces milliers d'étourneaux aussi, il est temps de voler pour l'Europe après une dernière nuit de repos. Mais pas avant de nous offrir un dernier ballet aérien, comme eux seuls savent le faire, un spectacle hypnotisant. Le mystère de cette intelligence collective est loin d'être levé. Et il est plus pressant que jamais de préserver un phénomène naturel qui dure depuis la nuit des temps et qui nous dépasse. Et c'est un reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité ce soir dans l'émission Reportage présentée par Stéphane Calvo. On parle de publicité et de polémique à présent, de campagne. L'une est israélienne, l'autre est qatari, Johan. Bonjour Barbara, exactement. Alors on commence par le Qatar, avec cette première campagne dont le caractère, j'ai envie de dire, restrictif, laisse dubitatif quant au message qu'elle fait passer. La campagne s'appelle Reflect Your Respect, donc montrez votre respect, et sera lancée dès le mois de juin au Qatar, dans le but que les vacanciers respectent la culture et les valeurs du pays. Alors voilà, comme on le voit très clairement sur l'écran, la campagne demande aux touristes, hommes et femmes, de ne pas porter des tenues qui laisseraient entrevoir certaines parties du corps. C'est la première fois que le Qatar lance une telle campagne ? Alors en fait c'est la deuxième. Cette campagne a déjà été lancée en 2012 par le Centre islamique de la culture du Qatar et ça s'intitulait à l'époque One of Us, donc un parmi nous, soyez parmi nous. Mais la campagne n'avait pas eu l'impact escompté et Nassar El Maliki, le responsable des relations publiques du centre,
nous dit, je cite, que nous ne voulons pas que nos enfants soient exposés à ça et en tirent un enseignement. C'est pourquoi nous avons relancé la campagne. Au Qatar, si vous êtes l'un des nôtres, aidez-nous à préserver la culture et les valeurs du Qatar. S'il vous plaît, habillez-vous décemment dans les lieux publics. Voilà, il faut rappeler que le Qatar est une des grandes puissances économiques de la péninsule arabique et connaît une très forte immigration occidentale depuis quelques années, ce qui a pour conséquence de dénuder, j'ai envie de dire, un peu les gens, en tout cas de faire évoluer les mœurs. En 2013, ce sont plus de 208 000 expatriés qui se sont installés au Qatar, qui aujourd'hui a 80% de sa population qui est étrangère. Voilà, donc c'est énorme. Et face à cette campagne, on réagit comment? Parce que d'un côté, on peut la comprendre, de l'autre, ça peut choquer. C'est exactement ça. On a les deux types de réactions. D'un côté, on peut le comprendre. C'est ce que nous dit notamment une personne interviewée qui s'appelle Nada Ramadan, un Égyptien expatrié au Qatar, qui a déclaré sur Al Arabiya News « Nous ne devrions pas oublier la règle d'or. À Rome, nous faisons ce que les Romains font », ce qui se comprend totalement. Alors, témoignage contraire complètement pour Hamoud Brahim, un expatrié arabe qui a grandi à Doha. Lui nous dit que le Qatar est en train de devenir un pays multiculturel et qu'il a besoin de s'accommoder aux cultures des autres peuples, ce qui se comprend aussi totalement. Voilà, alors je reprends le point sur la Coupe du Monde, reste à savoir comment, si la Coupe du Monde se passe au Qatar en 2022, comment ça se passera avec tous ces touristes qui a priori risquent d'affluer en masse et s'habilleront peut-être pas tous de façon complètement couverte. Ok, ça reste à voir. On parle d'une deuxième campagne. Johan, elle est israélienne. On parle de couche-culotte. On parle de couche-culotte et on reste en Israël avec une campagne qui divise encore une fois, même si l'objet de la polémique est un peu moins évident. Je vous laisse découvrir un extrait du film publicitaire. On se retrouve juste après. Alors voilà. Donc on voit des bébés en couche-culotte, des couches-culottes plutôt mode, des bébés qui défilent en jean, exactement. Donc c'est une campagne publicitaire qui fait beaucoup de bruit en ce moment parce qu'on la voit à la télévision israélienne, on la voit sur des affiches un peu partout dans la rue. Est-ce que vous arrivez à deviner le problème que pose cette campagne à certaines personnes? Je sais pas, j'imagine que c'est parce qu'ils ont un comportement pas très enfantin, pas très bébé, quoi. Ouais, alors c'est ça. Alors en fait, cette campagne est jugée par certains un peu dérangeante parce que effectivement, il paraîtrait qu'elle serait représentative d'une certaine pornographie infantile. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré, c'est même très fort, c'est ce qu'a déclaré un père de famille qui vit à Beersheva et qui roulait dans sa voiture et qui a aperçu donc cette campagne juste à côté d'une autre campagne avec Bar Rafaeli, une campagne pour une autre marque de vêtements. Et il a remarqué que les deux personnages, donc le bébé pour Huggies et Bar Rafaeli, avaient la même position. C'est la campagne en question. Et il a comparé donc cette campagne avec la campagne qu'on vient de voir juste avant, en disant que la pose des deux mannequins était quasiment identique. Ce qui n'est pas faux, mais en même temps, est-ce que ce sont des poses très suggestives? Je ne suis pas certain. Les réactions sont assez violentes sur Facebook. Les parents se mobilisent contre cette campagne et demandent le retrait de cette campagne. Et Huggies réagit comment? Alors Huggies réagit avec beaucoup d'humour et il dit aux parents que s'ils veulent nous envoyer des photos de leurs enfants portant ces couches-culottes, ils auront des couches-culottes gratuites. Pas bête. Voilà. Bon, les couches-culottes en jean, pourquoi pas. Merci beaucoup, Merci, Johan. À suivre, l'Avatar Mania se poursuit. Le célèbre film de James Cameron va être réadapté désormais par le Cirque du Soleil quand les créatures bleues se transforment en troupe de cirque. Ce sera juste après un nouveau journal. De quoi parle-t-on ce matin sur Internet? On voit ça tout de suite dans la revue du web. Saada, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on réagit ce matin sur Internet à la libération de ce soldat américain. Il était aux mains des talibans pendant 5 ans. Oui, on a vu dans le journal et dans cette édition du Morning l'émotion et le soulagement des parents du sergent Bergdahl. Alors, sur Internet, sa libération fait quand même débat si certains saluent donc la libération de ce soldat que le magazine Rolling Stone décrivait en 2012 comme un idéaliste aux illusions perdues. D'autres n'hésitent pas à critiquer
critiqué l'administration Obama pour cet échange de prisonniers, car on le rappelle, 5 talibans seront également libérés de la prison de Guantanamo. Alors Mathieu Koach se demande si cette libération n'est pas un danger pour les soldats américains, sous-entendu que cet échange pourrait inspirer d'autres enlèvements. Encourager d'autres enlèvements. Un enlèvement de soldats aux États-Unis. C'est la grande question. Absolument. Et aux États-Unis, un nombre non négligeable de tweetos font entendre leur voix contre cet échange avec des mots très durs. Regardez plutôt ce tweet où Charles Phipps dit « On a échangé 5 leaders talibans contre un déserteur qui avait de la compassion pour les talibans ». Pourquoi un déserteur? Alors, tout part justement de cet article donc de Rolling Stone 2012 où sont publiés des échanges de mails qui n'ont pas été authentifiés et qui dateraient d'avant sa capture en 2009. Dans ces mails, le soldat il dit qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont son pays agit en Afghanistan. Il dit aussi avoir perdu la foi dans la mission de l'armée américaine et qu'il envisage aussi, il le dit à ses parents, la désertion, d'où ce terme déserteur. Il n'en fallait pas plus, comme je vous le disais, pour provoquer des réactions très dures de certains Américains, y compris d'anciens soldats. Regardez ce tweet, d'autres soldats qualifient Bagdad de déserteur. Allô les médias, il serait temps de poser les questions qui fâchent, nous dit l'internaute Ken Garner. Voilà pour ce dossier. On parle ce matin sur Internet également, évidemment, de l'arrestation de Mehdi Nemmouche, le suspect numéro 1 dans l'attentat terroriste du musée juif de Bruxelles. Oui, et c'est dans la sphère intellectuelle qu'on réagit beaucoup. On pointe les différents manquements dans cette affaire. Pour le journaliste Luc de Barrochet, l'affaire Nemmouche est aussi un échec des services, car en effet, la DGSI avait perdu sa trace suite à son séjour en Syrie. On l'a dit, l'analogie est vite faite par Netchis qui note que la sœur de Mera et que Mehdi Nemmouche étaient surveillés par la DGSI. Et il dit ce sont des pros, évidemment avec beaucoup d'ironie. Autre polémique autour du parcours du tueur présumé, sa radicalisation qui aurait eu lieu en prison. Le rabbin libéral Gabriel Fari rappelle que le premier lieu de radicalisation n'est pas dans les mosquées, mais bien dans les prisons qui, elles, sont sous autorité de l'État. Et un tweet qui a été retweeté plus de 500 fois, il est signé par le philosophe Michel Onfray qui interpelle la communauté musulmane de France. Il demande à quand la grande manifestation des musulmans pour se désolidariser de cet islam-là. D'autres ressortent ce tweet qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques jours. C'était le tweet de l'intellectuel Tariq Ramadan. Le 27 mai, il tweetait que les 2 touristes visés à Bruxelles travaillaient pour les services secrets israéliens selon le quotidien Le Soir. Antisémitisme ou manœuvre de dérision. Une sortie qui, ce matin, avec cette arrestation et l'enquête qui progresse, a un sens tout particulier. Voilà, une réponse à sa question aussi, par la même occasion. Allez, on parle d'autre chose maintenant, la ruée sur Internet vers ce que l'on appelle le droit à l'oubli. C'est en fait la possibilité sur Internet qu'on a d'effacer toutes nos recherches, c'est ça? Oui, absolument. Le 13 mai dernier, la Cour européenne de justice avait donné le droit aux internautes du vieux continent de faire supprimer des résultats de recherche et des liens vers des pages qui comporteraient des informations personnelles qui les concernent. C'est ce qu'on appelle donc le droit à l'oubli numérique, qui effacerait donc les informations sur le net, surtout si elles sont inexactes. Alors, se conformant au droit européen, Google est entré en action. Ils ont mis en ligne jeudi soir dernier un formulaire pour pouvoir demander donc la suppression de tous ces résultats de recherche. Et puis, résultat, en un week-end, ce sont plus de 12 000 demandes à traiter qui sont arrivées chez Google Europe. Preuve que les informations laissées sur Internet, c'est un vrai sujet de préoccupation pour les internautes. Mais est-ce que ça se fait systématiquement? Google efface comme il se devrait? Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'on est en fait entre deux droits. Alors, un porte-parole de Google pointe en fait le flou dans ce domaine. Il a déclaré que cet arrêt implique pour Google de faire des arbitrages difficiles entre, d'un côté, le droit à l'oubli, donc qui a été voté, et aussi le droit à l'information du public. Donc, on est un petit peu au milieu. Et c'est pour ça que ce sont les informations inexactes qui sont visées dans cette loi. C'est toujours flou comme ça sur Internet. Oui, c'est jamais tranché. On est toujours entre deux lois. Il y a toujours des traces. Oui, c'est très difficile de mettre des lois sur Internet. Ça va mettre, à mon avis, quelques décennies. C'est ça. C'est une législation qui va prendre du temps à se mettre en place. Allez, on parle du même politique du week-end. Oui, difficile d'y échapper. C'était le même politique. Phénomène Internet du week-end. L'histoire, c'est toujours la même. Au départ, il y a cette image assez improbable de Marine Le Pen, présidente du Front National, embrassant son compagnon et lui-même homme politique, Louis Alliot. Alors l'idée était à la base de répondre aux allégations du magazine People Closer sur les tensions dans leur couple, et le message est donc très clair, on peut y lire en direct de Perpignan, dédicace à Closer, et ce qui devait arriver
arriva. Les détournements de cette photo sont arrivés en rafale sur Internet. Alors déjà, on voit le plus mignon, le plus romantique de tous. C'est le couple frontiste en mode baiser de l'hôtel de ville de Douaneau. Classique, ouais. Voilà, un grand classique. On passe à moins mignon et plus politique avec la version baiser à François Hollande sous-titré « Quel séducteur ». On passe d'un président à un autre avec ce détournement de la pub Benetton et ce baiser à l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, avec au passage un remerciement adressé à Marine Le Pen. Merci pour ce magnifique mème avant le week-end. On va bien rigoler, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et puis pour finir, d'un Alliot à une Alliot Marie, il n'y avait qu'un pas. Mais pas sur la bouche cette fois. Non, sur la joue. C'est resté. Lequel vous préférez, Virginie? J'aime bien celui de Douaneau. Oui, c'est le plus mignon. Mais celui avec François Hollande aussi est très drôle. C'est le plus light. On termine, Rudy, avec le travail d'un graphiste que vous avez tenu à nous présenter ce matin. Oui, c'est mon petit coup de cœur, c'est le Tumblr du jour. Il a beaucoup de talent, c'est le graphiste Alan Barth qui, sur son site, donc Tumblr, un site d'images, s'amuse à mettre en image les clichés que l'on trouve dans quasiment tous les films hollywoodiens, vous allez les reconnaître. Alors par exemple, le fameux théorème du parking, où il nous rappelle que les héros n'ont jamais de mal à se garer, ils trouvent toujours une place juste en bas des bâtiments où ils veulent se rendre. C'est injuste. Voilà, dans les films hollywoodiens aussi, le chef de la police a toujours le maire sur le dos, mais là il l'a vraiment sur le dos. Et puis ce miracle technique mis en image, après l'amour, les draps réussissent l'exploit de cacher la poitrine de la femme tout en faisant profiter les spectateurs des abdos des hommes. Et puis on va terminer avec cette haute vérité dans les films hollywoodiens. Tous les appartements de France ont vu sur la Tour Eiffel. C'est vrai. Tout ça est très exact. Merci, Rudy. Très joli. Heureusement que vous existez. Lundi 2 juin, vous êtes sur i24 News, c'est le morning. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Le nouveau gouvernement palestinien doit prêter serment cet après-midi dans une cérémonie officielle à Ramallah. Ce sera à 13h, issu de la réunification entre le Hamas et le Fatah. Il comprend une majorité de technocrates. Tsahal a riposté ce matin à un obus de mortier tiré depuis la Syrie. Un tir sur le Hermon qui n'a pas fait de blessés. Quelques heures plus tôt, l'armée de l'air israélienne bombardait 2 cibles dans la bande de Gaza. Il s'agit là aussi de tirs de représailles. L'Europe condamne unanimement le djihadisme sur son sol après l'arrestation de Mehdi Nemmouche, suspect numéro 1 dans l'attentat du musée juif de Bruxelles. La coopération entre les États membres pour lutter contre le radicalisme sera l'objet d'une réunion spéciale ce mercredi au Luxembourg. Plus de 50 morts au Nigeria. Une explosion a surpris hier soir des supporters dans un stade de foot à Mubi. Cette ville du nord-est du pays a déjà été visée par les islamistes de Boko Haram. Toute l'actu culturelle du moment. Pour terminer cette émission, c'est avec vous Virginie. Bonjour. Bonjour. Et on démarre ce matin par... Enfin, rebonjour. Hein. Rebonjour. On démarre ce matin par le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Oui, qui me fait très très plaisir. James Cameron, réalisateur du film Avatar, ce film sorti en 2009, pour ceux qui n'ont pas vu, bien que ça m'étonne, hein, surtout pour Rudy, eh bien en fait tout se passe au 22e siècle sur une planète luxuriante, peuplée d'extraterrestres, unis contre une invasion humaine. Alors le réalisateur vient de valider l'idée d'une collaboration d'Avatar avec la célèbre troupe canadienne du Cirque du Soleil. Barbara, ce partenariat a été rendu officiel jeudi dernier. Ça s'est passé lors d'une conférence de presse à Montréal. C'est donc très prochainement qu'on aura le droit à un spectacle entièrement inspiré du film. Alors attention, budget 25 millions de dollars, une tournée qui débutera à Montréal fin 2015 et qui s'invitera aux 4 coins de la planète. Regardez la bande-annonce. Everyday life can sometimes seem ordinary. So it's natural to crave something more. To hunger for something that you can't describe. As it turns out, all you have to do is step inside.
Voilà. Alors voilà, je vous rappelle quand même que ce film est considéré comme le plus lucratif de l'histoire du cinéma avec 2,7 milliards de dollars de recettes au box-office. La folie Avatar n'est pas prête de s'arrêter, Barbara, hein, je vous le dis. Le réalisateur est heureux de pouvoir s'impliquer dans le monde du cirque, qui est un monde beaucoup plus libre et beaucoup plus ouvert, et parle déjà d'une trilogie. Je sais que ça va faire plaisir à Rudy. Ouais. Trilogie en cirque ou en film? En film. En film, d'accord. Vous aviez l'air tenté par le spectacle du Cirque du Soleil. Non, mais c'est deux univers qui sont très proches, donc C'est finalement, vrai. c'est une très bonne idée. Au-delà du marketing, c'est très proche, et je vais vous dire même mieux, c'est que le réalisateur s'est inspiré des danseurs du Cirque du Soleil pour le film, pour son film, exactement. Voilà, pour toutes les scènes spectaculaires comme ça, et bien il s'est inspiré de. Voilà, tournée qui démarre en 2015. En 2015. Pour tous les intéressés. Allez, on parle d'un autre spectacle. Cette fois, les héros sont des Lego. Exactement. Alors Barbara, il s'agit des œuvres de Banksy. Donc vous savez, Banksy qui est un street art des plus connus dans le monde, et des œuvres qui sont transformées avec des Lego, des œuvres transformées en Lego. Regardez ces photos, elles viennent d'être dévoilées par le photographe canadien, on reste au Canada, Jeff Friesen, qui revisite avec humour le travail de l'artiste, et c'est avec des Lego qu'il reproduit les scènes mythiques de Banksy. Vous le voyez, c'est très joli, ça peut plaire aux petits et aux grands, c'est plutôt sympa. C'est mignon, c'est bon enfant. Ça lui est venu comment? Alors cette idée lui est venue dans un premier temps parce qu'il voulait intéresser sa fille à la photographie, qui est son art, et vu le succès de ses photos après publication sur la toile, eh bien il a continué à vouloir surprendre. On parle même aujourd'hui de Brixie, c'est un street Lego artiste qui a su se faire remarquer avec ses photos qui plairont aux grands comme aux petits, et on pourra donc s'amuser tout à travers cette exposition qui est pour l'instant en ligne. Minouche comme tout. Allez, on poursuit avec autre chose. Minouche comme tout. C'était mignon. Un mariage geek. Oui, geek, hein, pas grec. Et on enchaîne avec deux Américains qui se sont dit oui lors d'un mariage plutôt spécial, hein, dans un univers qui a mêlé Nintendo et Star Wars. Alors on reste dans l'univers de Lego, vous allez le voir bientôt sur ces images. Un gâteau en Lego, une invitation aux couleurs de Super Mario, ou encore un ninja qui amuse les convives. Eh bien tout était là pour plaire aux invités. Les époux ont voulu un mariage unique, et ils ont réussi. Ils ont même réussi à créer le buzz. Leurs noms, Christine et Zachary, eh bien, ils se sont dit oui dans l'Alabama. Ils sont arrivés dans une voiture sortie tout droit de Getaway, sur laquelle on pouvait voir inscrit Jedi, et ils ont été déclarés mari et femme, attention Barbara, par un message Xbox. Évidemment. Et ce qu'on a vu, c'était leur gâteau de mariage. Leur gâteau de mariage. Je ne sais pas si on va pouvoir revoir les images, mais effectivement, c'était en Lego, enfin, une union insolite qui a très, très vite à chacun fait son truc, voilà. Les chaussures, en tout cas, on aura bien remarqué. Alors, les chaussures, exactement, sont inspirées de différents univers de jeux télévisés ou encore de jeux... Bon, voilà, ça vous inspire pour votre mariage? Honnêtement, non, je ne suis pas tellement geek. Peut-être Rudy, plutôt. Rudy un peu plus geek quand même. Oui, ils auront plein de petits Jedi, c'est ce qu'on leur souhaite. C'est sympa, des petits Jedi. Voilà, et puis des invitations, c'est sympa, les invitations en disque, en jeu vidéo, en jeu Xbox ou en jeu Nintendo, c'est très sympa. Un iPad pour chaque invité, pour chaque convive, pourquoi pas. Ah, va falloir travailler. Hein. On termine en musique, Virginie, une annonce désormais officielle, ça fera plaisir à beaucoup d'Israéliennes. Exactement, Barbara, il s'agit des Backstreet Boys, j'en avais déjà parlé, ils seront en Israël. Alors jusqu'ici, on savait que 2 dates étaient prévues, les billets se sont vendus comme des petits pains, et du coup, le groupe nous offre un 3e concert. Tout se déroulera à l'amphithéâtre de Ranana les 29, 30 et 31 juillet prochains. Alors attention, hein, seulement 8000 places seront disponibles pour ce nouveau show qui sera le dernier du groupe dans le pays. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Les tickets seront en vente demain matin en ligne, Rudy, à partir de 10h, donc tout de suite après le morning. Non, moi, c'est les To Be Free, Backstreet Boys, j'étais pas très... Vous aurez du mal à les avoir les 3, mais... Bon, il a fait son choix, c'est comme ça, laissez-le. C'est comme ça. Il y a 2 écoles. Vous êtes très français, Rudy. Il y a 2 en écoles. tout cas, ici, les Backstreet Boys seront en Israël. Donc, pour ceux qui veulent faire un petit flashback dans les années 90, ce sera possible fin juillet. Pour toutes les nostalgiques, et il y en a beaucoup en Israël, elles vont se ruer dessus. Merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir. Merci, Rudy. Merci à demain, les amis. On se quitte donc en musique avec les Backstreet Boys, évidemment. Merci Ça à me fait plaisir. D'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien. Are